Bien qu'il soit presque impossible de représenter graphiquement la structure très complexe des étapes productives d'une économie moderne, pour faciliter la compréhension des éléments théoriques que nous allons développer, nous allons l'illustrer de manière simplifiée. Supposons que la structure productive soit constituée simultanément par 5 étapes, représentées ici par leur valeur en unités monétaires et dont nous considérons, suivant l'apport classique de Menger, que le numéro d'ordre s'élève au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'étape finale de consommation. Ainsi, si chaque étape exige une durée d'1 an, la première sera formée par les biens économiques de premier ordre ou biens de consommation, qui s'échangent ici pour une valeur de 100 unités monétaires. La seconde, par les biens économiques de second ordre, et ainsi de suite, jusqu'à l'étape la plus éloignée de la consommation. Ainsi, on peut considérer que le processus de production d'une voiture est formé de centaines d'étapes productives qui requièrent un laps de temps très prolongé à partir du moment où, par exemple, s'effectue le dessin de la voiture, étape la plus éloignée de la consommation finale, puis la commande au fournisseur des matériaux nécessaires, sa fabrication, et ainsi de suite, jusqu'aux étapes les plus proches de la consommation, comme celle de la distribution au concessionnaire, et enfin de la livraison à son orgueilleux propriétaire. De sorte que même si en visitant une usine nous en voyons sortir à chaque minute une voiture terminée, nous ne devons pas nous leurrer et croire que le processus de production de chaque voiture a duré 1 minute. Nous devons être conscients que chaque voiture a exigé un processus de production de plusieurs années, comprenant de multiples étapes, depuis sa conception jusqu'à sa livraison. Étapes qui, en outre, coexistent à tout moment, avec à la fois des personnes qui se chargent de la conception des voitures qui se vendront dans plusieurs années, d'autres de la chaîne de montage, et d'autres de la commercialisation. Quels seraient alors les flux de revenus monétaires? Pour la première étape, supposons que les consommateurs dépensent 100 unités monétaires à l'achat de biens de consommation, qui deviennent la propriété des capitalistes propriétaires des industries de biens de consommation. Ces capitalistes avaient, 1 an auparavant, avancé sur leur épargne le paiement de 80 unités monétaires correspondant au service des biens de capital fixe et au paiement des biens de capital circulant produits à l'étape précédente du processus par d'autres capitalistes. Ils ont également payé 10 unités monétaires aux propriétaires des facteurs originaires de production, travail et ressources de la nature qu'ils employèrent dans la dernière étape de biens de consommation. Cette différence entre le total de ce qu'ils ont avancé et ce qu'ils reçoivent au bout d'1 an équivaut à un profit comptable de 10 unités monétaires ou à un taux d'intérêt annuel d'environ 11%. On peut raisonner de la même manière pour les autres étapes. On voit que finalement, le total des montants que les capitalistes ont avancés à chaque étape aux facteurs originaires de production et les profits comptables provenant de chaque étape, qui tendent toujours à coïncider dans notre exemple avec les 11% d'intérêt, donnent un total de 100 unités monétaires de revenus nets, ce qui coïncide exactement avec le montant dépensé durant toute la période en biens de consommation finale. De quelle manière l'accroissement de l'épargne volontaire affecte-t-il la structure de production? Dans notre exemple, nous allons considérer qu'en raison de l'accroissement de l'épargne, les agents économiques, au lieu de consommer 100 unités monétaires, vont en consommer 75, ce qui réduit considérablement les profits des entreprises qui exercent leur activité le plus près de la consommation finale. De ce fait, les entrepreneurs tendront à retirer une partie de la demande de ressources productives qu'ils effectuaient auparavant à l'étape finale de consommation et au plus proche de celle-ci, et la transporteront vers les étapes les plus éloignées, où la demande ne baisse pas parce qu'elles produisent les biens qui seront consommés dans plusieurs années, et où il apparaît que l'on peut obtenir une plus grande rentabilité parce que le prix de marché des biens d'investissement et des biens de consommation durable tendra à augmenter et rendra intéressant l'investissement dans d'autres types de biens, comme une installation industrielle, un ordinateur ou l'immeuble d'une entreprise. De toute façon, on voit que les processus productifs tendent à s'allonger jusqu'à ce que le taux d'intérêt, maintenant sensiblement plus bas à cause de l'accroissement de l'épargne, s'étende de façon égale tout au long de la structure productive.
À la baisse des taux d'intérêt correspond une hausse des biens d'investissement que produisent les étapes les plus éloignées, de sorte que l'investissement devient encore plus intéressant dans ces étapes que dans les plus proches de la consommation. À cet allongement du processus productif contribue aussi ce qu'on appelle l'effet Ricardo. La réduction de la demande fait baisser le prix des biens de consommation, ce qui provoque une augmentation des salaires réels. Cela incitera les entrepreneurs à substituer de la main-d'œuvre par des biens d'investissement. Ainsi, des facteurs productifs des étapes les plus proches de la consommation seront libérés et demandés dans les étapes les plus éloignées. En conclusion, et pour notre premier graphique, l'augmentation de 25 unités monétaires d'épargne nette volontaire provoque à la fois un allongement vertical de la structure productive avec apparition de nouvelles étapes et l'élargissement des étapes existantes les plus éloignées de la consommation, de même que le rétrécissement des plus proches. Quant à l'étape finale des biens et services de consommation, elle connaît, avec l'allongement de la structure productive et malgré sa diminution initiale du point de vue monétaire, une grosse augmentation réelle de la production. Celle-ci devant être vendue à une demande monétaire plus réduite, il s'ensuit une baisse très significative des prix de marché des biens de consommation, qui finalement permet une croissance importante des salaires réels et, en général, de tous les revenus des facteurs originaires de production. Tout cela favorise le processus de développement économique le plus sain et soutenu que l'on puisse imaginer, puisque nous le verrons, plus les processus productifs sont longs, plus ils deviennent productifs. Il suffit enfin de comparer un tracteur moderne et une charrue romaine. Certes, le tracteur exige un nombre d'étapes plus important, mais il est évident qu'il est beaucoup plus productif que la charrue et permet, en outre, d'obtenir des aliments qui peuvent être offerts à un prix moins élevé. Quels sont les effets d'une expansion des crédits bancaires ne reposant pas sur un accroissement préalable de l'épargne volontaire? Grâce à la réserve fractionnaire, la banque peut créer, à partir du néant, de nouvelles unités monétaires sous forme de dépôts ou moyens fiduciaires accordés au public en tant que prêt ou crédit, sans que celui-ci ait décidé au préalable d'augmenter son volume d'épargne. Ainsi, lorsqu'une personne dépose 10 000 € à la banque, celle-ci, au lieu de tout garder, n'est obligée légalement qu'à en conserver 2% et peut prêter le reste à un autre client. Ce client l'utilisera par exemple pour acheter une voiture et le vendeur de la voiture mettra cet argent dans une autre banque qui, à son tour, n'en gardera que 2% et prêtera les 98% restants. Cette manœuvre pouvant se répéter jusqu'à 50 fois. Dans notre cas, avec 10 000 € en argent comptant, on arriverait à obtenir une offre de 500 000 €. L'expansion de crédit, produite par le système bancaire, sans que se produise l'augmentation nécessaire de l'épargne de la société, affecte significativement la structure des étapes productives. Partant de notre graphique initial, nous observons que la consommation finale reste inchangée à 100 unités monétaires. Cependant, la création de monnaie nouvelle, entrant dans le système sous forme d'expansion de crédit, y pénètre grâce à la réduction nécessaire, en termes relatifs, du taux d'intérêt, pour que les agences économiques se décident à prendre les nouveaux crédits créés. Ainsi, nous observons que le taux de profit des différentes étapes productives passe des 11% de notre exemple initial à un peu plus de 4% par an. En outre, grâce aux nouveaux crédits, les entrepreneurs de chaque étape productive sont disposés à payer davantage les divers facteurs originaires de production, de même que les biens d'investissement provenant des étapes précédentes, et qu'ils se procurent pour leur processus productif. On assiste donc à un allongement de la structure productive avec l'apparition de 2 nouvelles étapes éloignées de la consommation finale, de même qu'à un élargissement des étapes productives préexistantes. Cela étant, il ne faut pas se leurrer, car cette nouvelle structure d'étapes productives repose sur une incoordination intertemporelle généralisée, due à l'erreur entrepreneuriale massive à laquelle a mené l'apparition artificielle de nouveaux crédits en l'absence d'épargne réelle préalable. Face à cette situation, le marché répondra inévitablement par 6 effets microéconomiques qui réussiront à la renverser. En primer lugar, el primer efecto que se produce es el de Le premier effet est un accroissement important du prix des facteurs de production que les entrepreneurs demandent avec les unités monétaires qu'ils ont reçues des banques au cours du processus d'expansion de crédit.
Comme l'épargne ne s'est pas accrue, il n'y a pas eu libération de ressources des étapes les plus proches de la consommation. Et la seule façon de les attirer vers ces processus d'investissement pour construire, par exemple, 1 million de logements est de payer une prime supplémentaire. Le premier effet observé est alors une hausse du prix de la main-d'œuvre, salaire, des matières premières, des facteurs de production en général, des biens d'investissement, des ressources naturelles que les entrepreneurs demandent. C'est pour eux un premier avertissement car, pour établir leur projet, leur budget, ils s'étaient basés sur certains prix des facteurs de production qui sont maintenant plus élevés. Ce premier signe indique qu'ils n'obtiendront sans doute pas les profits espérés ou, du moins, des profits aussi élevés. Le second effet, postérieur dans le temps, est la hausse du prix des biens et services de consommation, parce que la monnaie se répand progressivement et par étapes dans toute la société. Elle parvient d'abord aux mains des entrepreneurs, mais ceux-ci demandent des facteurs de production, et ces facteurs voient qu'ils ont des revenus plus élevés qui, tôt ou tard, parviennent aux mains des consommateurs. Si le taux de préférence temporelle des consommateurs n'a pas changé, ils consomment dans la même proportion qu'auparavant. Comme ils ont maintenant davantage d'unités monétaires, ils les dépensent en biens et services de consommation immédiate. Alors que l'effet d'accroissement de la production de biens et services de consommation dû aux nouveaux investissements ne s'est pas encore produit, car ceux-ci n'arriveront à maturité que beaucoup plus tard. Le deuxième effet est alors la hausse des prix des biens de consommation et même dans une proportion plus importante que pour les facteurs de production. Le troisième effet est celui de la disparité des profits des entreprises qui interviennent dans la structure productive. Les prix des biens de consommation croissant à un rythme plus rapide, les profits des entreprises des secteurs les plus proches de la consommation, distribution, grande surface, commerce de détail, etc., sont d'un point de vue comptable relativement meilleurs que ceux des entreprises de biens d'investissement qui n'ont pas encore pu vendre ou achever leur projet d'investissement et payent les facteurs de production de plus en plus chers. C'est là un autre signe qui montre aux entrepreneurs qu'ils se sont peut-être trompés, car le profit se trouve dans les étapes les plus proches de la consommation et non pas dans les projets d'investissements ambitieux qu'ils ont entrepris. Le quatrième effet concerne les taux d'intérêt. Quand on crée de la monnaie à partir du néant, injectée dans le système économique par des prêts aux entrepreneurs, les conditions requises en échange des prêts et le taux de l'intérêt diminuent, précisément pour encourager les entrepreneurs à demander des prêts. Mais une fois que cette monnaie est prêtée, que les prix des biens de consommation augmentent et qu'apparaît l'inflation, etc., les taux d'intérêt récupèrent leur niveau antérieur et même, nominalement, un niveau plus élevé, car il s'y ajoute une prime qui prévoit la perte du pouvoir d'achat de l'unité monétaire. Et cette hausse des taux d'intérêt fait baisser la valeur actuelle des biens d'investissement, des installations usinières, des logements, etc. Si le taux d'intérêt augmente, la valeur actuelle des biens d'investissement diminue. C'est là un autre avertissement du marché qui nous dit « Vous mobilisez les nouvelles ressources monétaires issues de l'expansion de crédit pour des biens d'investissement alors que leur prix de marché est en baisse, signe évident d'une grave erreur. » Le cinquième effet est appelé effet Ricardo par Hayek. Nous devrions l'appeler plutôt effet Hayek. Il s'agit de l'effet réel de ce processus sur les salaires.
Si les prix des biens et services de consommation commencent à monter rapidement parce que la monnaie nouvelle aboutit entre les mains des consommateurs qui demandent des biens et services de consommation, s'ils augmentent plus vite que les salaires, cela signifie que les salaires réels tendent à baisser. Et s'ils tendent à baisser, cela indique aux entrepreneurs qu'ils doivent, dans leur marge, utiliser plus de main-d'œuvre et moins de biens d'équipement, plus de travailleurs, avec peut-être plus d'équipes, et ne pas acheter d'ordinateurs, de machines, en somme, de biens d'investissement résultant des projets d'investissement qu'ils ont entrepris au moment de la bulle. Voilà donc le cinquième effet, ou effet Ricardo. Le sixième effet se produit quand tout cela se manifeste en même temps. Les entrepreneurs, trompés par le crédit facile obtenu d'une banque qui pratique la réserve fractionnaire, ont entrepris des projets d'investissement trop ambitieux, qui ne sont pas soutenables et n'étaient rentables qu'au moment de la bulle, quand les taux d'intérêt étaient si bas. Maintenant, on voit que ces projets produisent des biens d'investissement qui ne sont pas demandés. Par exemple, le million de logements construits erronément en Espagne et qui ne trouvent pas d'acheteurs. Que les profits n'existent que dans les étapes les plus proches de la consommation et qu'avec un taux d'intérêt si élevé, ces projets d'investissement ne sont ni soutenables ni rentables. Quand tout cela apparaît à la fois, les erreurs d'investissement commises deviennent manifestes. Une fois que la crise a éclaté et que les rajustements nécessaires sont faits, il nous reste une structure productive plus aplatie, qui ne comprend que 5 étapes. Les 2 étapes les plus éloignées de la consommation, dont l'expansion de crédit avait dans un premier temps permis la création injustifiée, ont disparu. Avec cette structure moins intensive en capital, la production de biens et services de consommation est moindre, mais reçoit néanmoins une demande monétaire plus élevée. Cela crée une forte augmentation du prix des biens et services de consommation et un appauvrissement généralisé de la société qui, malgré l'augmentation nominale de son revenu monétaire, est en réalité sensiblement désavantagée, en raison de la croissance beaucoup plus rapide du prix des biens de consommation. Nous observons en outre que le taux d'intérêt ou taux de profit comptable vers lequel tend chaque étape a même atteint un niveau supérieur au taux d'intérêt qui existait dans le marché du crédit avant l'expansion. L'on constate en définitive qu'il est théoriquement impossible qu'un accroissement expansif des crédits de la part du secteur bancaire et ne reposant sur aucune augmentation préalable de l'épargne volontaire permette de réduire les sacrifices nécessaires exigés par tout processus de croissance économique et de promouvoir et d'accélérer ce processus sans que les individus décident volontairement de se sacrifier et d'épargner. Au contraire, l'expansion de crédit provoque une bulle qui donne, au début, l'illusion d'un développement économique plus important, mais débouche inexorablement sur une crise économique qui renverse tragiquement la situation. Nous voyons donc que la crise est l'étape durant laquelle les erreurs d'investissement inspirées par le crédit facile, qui ne reposent pas sur une épargne réelle, sont identifiées et liquidées.